Bon alors, on l'a fait tourner la machine à fric. Vous savez, moi en 1999, c'est-à-dire à la sortie de l'épisode 1 La menace fantôme, j'avais 9 ans, et je me souviens que c'était déjà compliqué d'expliquer à nos parents que le prochain épisode de Star Wars ne raconte pas la suite de la trilogie originale, mais bien ce qui s'est passé avant le tout premier épisode, depuis rebaptisé Un Nouvel Espoir. J'espère que vous y êtes. Mais alors maintenant c'est carrément génial, hein. Il faut leur expliquer qu'une nouvelle trilogie de suite est actuellement en chantier, et qu'elle va suivre la suite directe de la trilogie originale, c'est-à-dire la suite du Retour du Jedi, sortie en 1983. Jusque là ça va, il y en a qui arrivent encore à suivre. Mais alors maintenant on va leur expliquer qu'entre chaque épisode de cette nouvelle saga va sortir un film qui n'a rien à voir avec la trame narrative de l'épisode précédent, mais qui raconte une histoire en parallèle, dans le même univers, mais pas à la même époque. Ah, qu'est-ce qu'on se marre! La saga Star Wars traverse les époques sans jamais s'essouffler. Sa santé au box-office est toujours plus éclatante, et sa légende est fermement entretenue de commun accord entre Disney, la critique et le public. Star Wars, ça ne se présente plus. Voilà pourquoi je ne le ferai pas aujourd'hui. Donc sans perdre plus de temps, on va parler de Rogue One. Alors oui, je sais, j'arrive plus de 6 mois après la bataille, mais bon, quand on sort une vidéo 1 mois sur 2 dans l'indifférence générale, on peut faire ce qu'on veut. Je vous signale à l'avance qu'il y aura des spoilers, puisque j'estime que vous devez déjà avoir vu le film. Extrêmement bien reçu par la critique comme par le public, il se trouve que cet opus fait l'unanimité. Et pour ma part, je vous dirai d'entrée de jeu que oui, j'ai beaucoup aimé Rogue One. C'est officiel, mes enfants. Ce mois de décembre 2016 marqua la sortie du premier épisode potable de Star Wars depuis 1983. Alors oui, Rogue One, c'est bien, mais maintenant on va tenter d'expliquer pourquoi c'est bien. Et pour ce faire, je vais diviser ma critique en 2 phases bien précises. Le format et la direction artistique. C'est sur ces 2 aspects que le film a réussi personnellement à me convaincre, et croyez-moi, c'était pas gagné. Comme je vous l'ai déjà dit dans ma chronique sur Alien Covenant, l'industrie du divertissement a littéralement changé de visage depuis la fin des années 2000. Cinéma, séries, jeux vidéo, tous ces différents médias sont en train de mettre en place de nouveaux formats afin d'élargir leur mode de production. Autrefois, on faisait 3 films, c'était déjà pas mal, et puis ça y est, on en était débarrassé pendant au moins 10 ans. Mais maintenant, pendant que Spider-Man se fait rebooter tous les 2 mois, on produit des remakes, des spin-offs et même des séries Netflix. Si le public répond présent, on voit pas pourquoi on se priverait après tout. Et évidemment, ce n'est certainement pas Star Wars qui échappera à la règle. Star Wars, la poule aux œufs d'or. Enfin là pour le coup c'est même plus une poule, c'est carrément une autruche. Mais trêve de digression et abordons tout de suite le format de Star Wars Rogue One. Et pour ce faire, j'aimerais faire un parallèle avec l'industrie du jeu vidéo. Alors dit comme ça a l'air hors sujet, mais vous allez vite comprendre où je veux en venir. Alors prenons un jeu vidéo. Au hasard, mais alors total, Star Wars Battlefront. Ah bah ça tombe bien ça. Star Wars Battlefront est un jeu de tir se déroulant dans l'univers de Star Wars. C'est pas possible. Vous incarnez au choix un soldat de l'Empire ou un rebelle appelé au front sur les champs de bataille les plus emblématiques de la série. Battlefront n'a pas vraiment de scénario, il n'a pas pour fonction d'étendre l'histoire de Star Wars, ni même de vous raconter une histoire. Vous êtes simplement immergé dans l'univers de la saga, et alors que vous combattez au sol ou dans les airs, vous retrouvez, non sans un certain plaisir, tous les environnements qui ont fait le succès de la trilogie originale. Battlefront est selon moi, en plus d'être un excellent jeu de tir à la 3e personne, un énorme travail de reconstitution. Mais pour en revenir à cette histoire de format, voyez-vous, aujourd'hui le lancement d'un jeu vidéo est souvent accompagné de ce qu'on appelle des DLC. Alors qu'est-ce qu'un DLC? Un DLC est en fait un contenu payant additionnel, c'est-à-dire que vous achetez un jeu et à côté, si vous le voulez, vous pouvez acheter du contenu en plus. De nouveaux modes de jeu, de nouvelles cartes, etc. Mais qu'est-ce qu'un DLC finalement? Ce n'est pas la suite du jeu de base, hein, entendons-nous bien. Par exemple, si vous achetez un jeu, vous n'êtes pas obligé d'acheter le DLC qui va avec pour comprendre la trame narrative de l'histoire. En fait, c'est rien un DLC, c'est de la gourmandise. Ça étend juste un petit peu l'univers et c'est surtout fait pour jouer plus longtemps si on veut encore du rab. Mais ça n'influe pas sur l'aspect général de la série. Lorsque je joue à un DLC de Star Wars Battlefront, je suis heureux de découvrir de nouveaux environnements qui n'existent pas dans le jeu de base. Je suis heureux de retrouver certains véhicules, voire même d'incarner de nouveaux personnages. En gros, en tant que fan de Star Wars, je suis content de me replonger encore et encore dans cet univers si vaste. Et là, vous commencez à voir où je veux en venir, n'est-ce pas? Bah oui, c'est là que je me suis fait la réflexion. Star Wars Rogue One est en fait comparable à un DLC. Dans cette nouvelle saga lancée par Disney en décembre 2015, ce film a simplement pour fonction de revisiter un univers déjà bien connu du spectateur.
Rogue One est un excellent DLC. En utilisant le format du spin-off, j'y retrouve finalement la même fonction. Lorsque je joue à Battlefront, je ne m'attends pas à voir l'univers de Star Wars repousser ses limites. J'attends simplement de voir l'univers de Star Wars correctement reconstitué. Et c'est exactement ce que fait Rogue One, et il le fait magnifiquement. May the Force be with you. Scarif? They're going to Scarif? Why does nobody ever tell me anything, R2? Rogue One ne porte pas sur ses épaules le lourd héritage de cette saga, unanimement reconnue comme une pierre angulaire de la science-fiction. Comme le ferait un DLC, il n'a pas la prétention de faire autre chose que de nous donner du Star Wars comme on l'aime, ni plus ni moins. Et ça fait du bien, car ce qu'on attend d'un film Star Wars, c'est de nous plonger dans une aventure qui dépasse notre imagination, nous conter l'histoire de la famille Skywalker, jalonnée de rebondissements, de péripéties, de révélations inattendues et de spiritualité. Et afin d'en finir avec cette histoire de format, on va expliquer pourquoi Rogue One défonce sa race à Star Wars 7, comme ça ce sera dit une bonne fois pour toutes. Parce que oui, Star Wars The Force Awakens est une bouse infâme. Non, je n'exagère pas. Toi qui regardes cette vidéo, arrête de te mentir à toi-même. Ce film est peut-être le pire épisode de la saga et il serait temps de l'admettre maintenant. Alors que l'on attendait l'épisode 7, la larme à l'œil, renouveler la licence tout en retrouvant l'esprit et l'atmosphère de la trilogie originale, on a découvert un film fade et aseptisé, un univers figé dans le temps où le dénouement tout entier du retour du Jedi n'a finalement aucun impact sur le début de l'épisode 7. Comme si rien ne s'était passé pendant toutes ces années, si ce n'est l'exil de Luke Skywalker. Un film qui exagère volontairement son rythme pour nous donner une sensation de vitesse et d'énergie alors que tout sonne faux. Des personnages mal exploités, un humour lourdingue, un montage épileptique, des scènes d'action illisibles, un scénario et des environnements bêtement décalqués sur l'épisode 4. Un film qui utilise le concept de la force comme une compétence que l'on acquiert en ramassant un power-up dans un jeu vidéo. Et surtout, un fanservice invasif. Un fanservice lourd, mais lourd. Regardez la scène où Han Solo retrouve le cockpit du Faucon Millennium. Mais c'est insupportable. Fais un clin d'œil à la caméra tant que t'y es. Ce plan n'a pas d'autre but que de nous remettre à notre place de fan consommateur à 2 neurones. Merde, je déteste ce film. Dieu sait que la prélogie avait des défauts, mais elle avait au moins pour elle la volonté d'agrandir l'univers de Star Wars. L'épisode 7, ce n'est qu'une attraction pour fanboys réalisée par un technicien sans aucune personnalité. Et j'attends la sortie de The Last Jedi autant que ma prochaine MST. J'ai été bien trop indulgent avec ce film, et maintenant je crois qu'il est temps d'en finir. Feu à volonté, commandant. Voilà, ça, c'est fait. Mais alors, pourquoi Rogue One réussit là où l'épisode 7 a échoué? Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même objectif. On n'a pas attendu Rogue One pour découvrir de nouveaux horizons, on l'a attendu simplement pour voir l'ascension de la rébellion. Pour en revenir à l'exemple du DLC, je n'ai pas besoin de voir Rogue One pour comprendre les tenants et aboutissants de cette nouvelle saga. Et ce qui ressort de tout ça, c'est surtout énormément de liberté. Tout dans Star Wars 7 semble avoir été fait pour répondre à un cahier des charges. A l'inverse, Rogue One prend le temps de creuser un univers déjà bien mis en place pour faire du neuf. Et comme si ça suffisait pas, le film propose surtout une mise en scène autrement plus audacieuse. Ce film a bien compris l'esprit de la trilogie originale, mais sans en rajouter. L'objectif était de faire un film de guerre et de nous offrir des scènes de bataille spatiale dignes de la saga, et cet objectif est pleinement atteint. Je veux dire merde, regardez ça! Oh, c'est trop beau, putain. Et puisqu'on en est aux scènes d'action, mais rien que l'idée de faire se percuter les vaisseaux de la flotte rebelle contre un croiseur interstellaire qui sort de l'hyperespace, mais prends ça dans ta gueule, J.J. Abrams. Et alors qu'on va devoir se taper cet ado pleurnichard avec son casque de motocross et son sabre laser ringard en forme de crucifix pendant encore 2 films, au moins on pourra se consoler avec ça. Mais comment ça déchire! Les accessoires, les costumes, l'éclairage, le grain de l'image, les jeux de lumière, le design des droïdes, les plans iconiques de vaisseaux, tout
été mieux. C'est pas compliqué. Et pour en revenir à la créativité, Rogue One nous offre de nouvelles planètes, de nouveaux environnements qui ont leur personnalité propre. Et puis surtout, un fanservice beaucoup mieux dosé. Parce qu'il serait hypocrite de vous dire que Rogue One ne verse pas dans le fanservice. Seulement il le fait avec une certaine subtilité. Par exemple, une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film est selon moi clairement divisé en deux phases. Une phase qui raconte l'histoire de Jyn Erso et ses acolytes de la rébellion, en gros une phase qui est propre à Rogue One le film, et une seconde phase destinée aux fans de Star Wars. Une phase qui n'a d'intérêt que lorsqu'on connaît bien les autres films de la saga. Et cette phase commence justement lorsque Jyn Erso et Cassian se laissent mourir sur la plage de Scarif. Voilà, à partir de ce moment-là, le film change complètement de ton. Il assume pleinement son statut de spin-off destiné à faire le lien entre l'épisode 3 et l'épisode 4, et se lâche sur les références tout en gardant ce superbe rythme lancé par la seconde partie du film. Ouf, Rogue One, ça fait du bien, putain. Voilà un film qui ne prend pas le fan pour un con. L'apparition des personnages de la trilogie originale, que ce soit Dark-Han, Princesse Leia ou Dark Vador, sont déjà toutes justifiées scénaristiquement, mais surtout elles n'apparaissent pas comme un cheveu sur la soupe juste pour nous émoustiller. Elles ne nous font pas sortir du film, comme lorsque j'ai vu cette scène dans l'épisode 7, où j'ai eu l'impression de voir Harrison Ford débarquer sur la scène du Comic-Con. Oui, je sais, chaque fois que je trouve une qualité à Rogue One, j'en profite pour clasher l'épisode 7. C'est relou, mais c'est comme ça. Désolé JJ, aujourd'hui tu vas t'en prendre plein la gueule. En même temps, ça t'apprendra que pisser dans les cheveux d'un fan de Star Wars, c'est rarement une bonne idée. Et ne me sortez pas que c'est juste un commentaire de puriste adepte du c'était mieux avant, parce que le seul argument de ceux qui défendent l'épisode 7, c'est de dire que de toute façon, il y a tellement de fans de Star Wars que c'était impossible de satisfaire tout le monde de toute façon. Je suis désolé, non. Star Wars 7, moi j'en attendais rien du tout. J'ai déjà eu suffisamment mal au cul pendant ma jeunesse avec la prélogie pour ne rien attendre d'un nouveau Star Wars. Et malgré ça, ce film arrive quand même à me donner des boutons. Vous avez une façon de vous y prendre avec les gens. Star Wars 7 était censé faire du neuf avec de l'ancien, mais de toute évidence il a échoué. Le contexte historique du film exigeait une remise en question de l'univers Star Wars pour nous offrir un vrai nouveau Star Wars. Mais non. La nostalgie, la peur de se fâcher avec les fans, ce manque flagrant de prise de risque font de cet épisode un film qui n'est même pas digne de la franchise. Surtout lorsqu'on se souvient du choc culturel qu'a été Star Wars à sa sortie en 77. Du jamais vu, tout simplement. Star Wars 7, c'est plus que du déjà vu. Star Wars 7, c'est l'anti-Star Wars. Voilà. Donc, messieurs dames de chez Lucasfilm, puisque vous êtes incapables de nous proposer quelque chose de neuf, faites la seule chose que vous savez faire correctement dans ce cas. Dépoussiérez les étagères, restaurez avec précaution les jouets de tonton Lucas. Rogue One est un film qui ne prend pas de risques, c'est vrai. Mais l'avantage, c'est que Rogue One n'avait pas à prendre de risques. Et à la limite, ça je m'en fous. L'important, c'est qu'il soit bien fait. Mais bon, là vous vous dites, le mec était censé nous parler de Rogue One, mais au lieu de ça il passe son temps à cracher sur l'épisode 7. Ce qui n'est pas faux, mais c'était surtout pour vous faire comprendre à quel point le format a son importance. Rogue One n'est pas un film sur lequel repose une attente démesurée qui effraie les producteurs et qui empêche toute créativité. Rogue One n'est pas un projet de franchise qui est censé mettre en place les événements des films suivants, et surtout, Rogue One est un film qui se suffit à lui-même. On en arrive à un point où le format du spin-off permet plus de liberté qu'une trilogie entière. Si ça c'est pas triste. À vouloir créer l'événement à tout prix, on en oublie de faire du cinéma. Faut pas se mentir, Star Wars 7 ça a surtout été une putain de bande-annonce qu'on a regardée en boucle pendant 6 mois en se disant que putain ça va être trop cool. Alors que Rogue One, personne ne l'attendait vraiment, ou en tout cas pas de la même façon. Résultat, même si Rogue One n'est pas vraiment un Star Wars ou qu'il ne fait pas partie de la saga à proprement parler, on y a tous trouvé ce qu'on cherchait. Parce que Rogue One est avant tout un bon film avant d'être un bon produit marketing. Voilà. Donc, Rogue One, merci. Oh, toi ta gueule. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir attaquer la seconde partie de cette vidéo en abordant la direction artistique de Star Wars Rogue One. Car je dois vous avouer que c'est bien là ma principale raison d'aimer ce film. D'ailleurs, si vous êtes amené à suivre mes chroniques, vous remarquerez vite que je suis particulièrement sensible à la direction artistique d'un film de manière générale. C'est pas comme si j'étais graphiste à la base. Et franchement, je vais me faire un plaisir d'aborder ce sujet, puisque c'est bien la première fois depuis 30 ans qu'on a le droit à un Star Wars qui a de la gueule. Et c'est quand même pas rien.
surtout dans le contexte actuel. Voyez-vous, depuis la fin des années 2000, pour une raison qui m'échappe complètement, la direction artistique dans le cinéma de blockbuster américain a drastiquement baissé en qualité de manière assez spectaculaire. Vous savez, ce moment où la Terre du Milieu est devenue aussi vulgaire et colorée qu'un magasin de bonbons. Mais pas un magasin de bonbons artisanal, hein, un magasin de bonbons de centre commercial, voyez. Ce moment où on a décidé que tous les films fantastiques ou de SF devaient pousser la saturation des couleurs au max. Nul doute que l'ère du tout numérique a favorisé ce genre de dérive. Néanmoins, force est de constater que ces films sont de plus en plus moches. Une image toujours plus lisse, dépourvue de grains, des univers de science-fiction qui usent et abusent d'hologrammes colorés, qui accumulent des milliards de pixels dans la même image pour nous en mettre plein la vue. Et alors si en plus on nous colle des lunettes 3D sur le nez, là c'est carrément la torture. Bref, le mauvais goût semble être devenu une norme à Hollywood. C'est super. Et apparemment c'est pas prêt de s'arranger, hein. Je veux dire, rien que cette année, quand on voit ce qu'ils ont fait de Ghost in the Shell et de La Belle et la Bête, on se dit qu'il y a quand même de la méchanceté. Ah putain, mais préviens toi aussi là avant de balancer des images comme ça là. Bon, cela dit, c'était déjà un peu le cas avant 2010, hein. Par exemple, en ce qui me concerne, je ne me suis jamais remis de la diarrhée visuelle que fut l'ouverture de l'épisode 3. Alors, je sais pas qui a décidé que la stratosphère de Coruscant devait être rose fluo, mais quand même. C'est la guerre des clones ou c'est une fête foraine? Et puis cette scène-là, franchement, on se croirait plus dans les rayons d'un jouet club que dans la salle de commande du général Grievous. Mais il n'y a pas que la prélogie qui accumule les fautes de goût. Non, non, non. Tiens, parlons un peu de l'épisode 7. Oh. Allez, c'est reparti. Ah oui, je sais, ça fait longtemps. Eh oui, JJ, non content de nous emmerder avec tes halos de lumière, tu continues à nous montrer ton incompétence dans le film le plus attendu de tous les temps. Oui, oui, oui. Alors, pour ce qui est de la direction artistique de l'épisode 7, c'est pas compliqué. Sur chaque décor, on a foutu un spot bleu et un spot rouge. Voilà. D'ailleurs, d'une manière générale, tous les plans d'intérieur de ce film sont bleus et rouges. Ah ben, j'ai regardé. You can't be so stupid as to think this would be easy. My troops will storm. Try transferring auxiliary power to secondary tank. They're obviously skilled at committing treason. Sure, you're gonna deal with me! Dans de telles circonstances, Rogue One ne pouvait faire que mieux, c'est sûr. Mais tout de même, je reste subjugué par les décors qui, cela dit en passant, donnent vraiment cette impression d'immensité, que ce soit par rapport au vaisseau, mais aussi aux personnages. La cité en hauteur de Jeddah est juste magnifique. Ses couleurs chaudes, on sent que ça grouille de vie, on sent la poussière, le métal usé. Et puis, regardez cet alien, si ça c'est pas du Star Wars. Et tout le film est comme ça. Il y a une sobriété dans l'étalonnage et les lumières qui rend le film élégant et surtout incroyablement authentique. On s'y croirait. Rogue One est à mes yeux un exemple à suivre pour l'ensemble du cinéma fantastique. Et pour couronner le tout, ce film contourne avec brio tous les défauts des Star Wars précédents, notamment dans son utilisation du numérique. Parce que ça fait quand même longtemps qu'on ne peut plus parler de Star Wars sans parler du numérique. What is it they've sent us? Hope. Parce que vous savez, maintenant j'entends souvent dire de ci de là que la prélogie a entre guillemets pris un coup de vieux, comme quoi les effets spéciaux avaient subi avec cruauté les outrages du temps. Et alors là-dessus, je serai catégorique. C'est faux. Je l'affirme, les effets spéciaux de la prélogie ont toujours été moches. Les années qui ont passé n'y sont absolument pour rien. Même en 2002, on pouvait déjà s'horrifier devant le détourage de Ewan McGregor dans l'épisode 2. Et regardez-moi ce coucher de soleil. Putain, mais que c'est moche. Je vous rappelle que la même année, on a eu Matrix, les mecs. Osez me dire que Matrix a mal vieilli et je vous prive de Nutella. Tout comme je peux encore regarder aujourd'hui Jurassic Park sans même remarquer l'utilisation du numérique, il est clair que ce n'est pas l'ancienneté des effets spéciaux qui est en cause, mais bien la façon dont on les utilise. Par exemple, regardez ce plan. Alors, que Yoda ne soit plus en caoutchouc, ça je le comprends aisément. Mais est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ce clone est en CGI? Mais pourquoi? Déjà que le MacPainting est dégueu, mais franchement, regardez cette scène. Y a rien à l'écran là, c'est un film d'animation, on est d'accord? Là, y avait pas de plateau là, pas de caméra. L'intégralité de cette séquence résulte d'un logiciel. Merde. De grands techniciens comme Steven Spielberg ou David Fincher usent avec parcimonie du numérique sans même que vous le remarquiez. Regardez cette scène où ces deux croiseurs interstellaires s'enfoncent l'un dans l'autre. On croirait presque voir le tremblement d'une maquette. La matière est visible, c'est beau. Alors certes, le numérique a fait de grands progrès depuis, je ne peux pas le nier. Mais quand je vois ces rebelles courir dans l'eau, c'est parce qu'on a filmé des rebelles qui courent dans l'eau.
Voilà, c'est tout con, hein, mais pour moi c'est important. Donc, quand notre cher George Lucas restaure soi-disant la trilogie originale, en collant des séquences numériques dégueulasses qui tranchent complètement avec les techniques de réalisation de l'époque, et qui en plus de ça ne permet pas aux anciennes versions d'être tout de même visionnées, on a des raisons de lui en vouloir. Alors, peut-être ne suis-je qu'un vieux con, mais je le hurlerai une fois de plus à la face du monde, tel un cri de ralliement. Anne, shot first. Bref, encore une fois, merci à Rogue One d'avoir compris ne serait-ce qu'un tout petit peu comment on fait un bon Star Wars. Cela dit, vous savez, on parle, mais pour moi, des Star Wars, il n'y en aura jamais que 3. Voilà. Maintenant, je vous souhaite une bonne séance et une bonne soirée. Votre manque de foi me consterne. Arrêtez! Allez, bonne séance, Marty. Kid, I've flown from one side of this galaxy to the other. I've seen a lot of strange stuff, but I've never seen anything to make me believe there's one all-powerful force controlling everything. Electrical overload. I can fix that. Coolant's leaking. Try transferring auxiliary power to secondary tank. I got it. Shoot, come on! You wouldn't want my life to get boring, would you? Terminate your life. The courage to take the responsibility yourself. This hyperdrive blows are going to be pieces of us in 3 different systems. We have an emergency alert. Detention block AA-23. What'd you do? Princess? Put all sections on alert. Obi-Wan is here. The Force is with him. You're right. He must not be allowed to escape. Escape is not his plan. I must face him alone. Oh. Fugitives, huh? First are the ones that Are there any bases around here? Where did it come from? Sure is leaving the bakery. If they identify us, we're in big trouble. This time, let go your conscious self and act on instinct. With the blast shield down, I can't even see. How am I supposed to fight? Your eyes can deceive you. Don't trust them.